Bienvenue aussi. Merci. Merci de m'accueillir. Oui, du coup, Lucie, tu nous viens de l'école O'Clock. Je pense que pas mal de personnes connaissent déjà O'Clock puisque vous avez participé à d'autres émissions avec nous. Est-ce qu'on pourrait faire un petit retour sur la mission d'Oclock et surtout vos engagements? Avec plaisir. Alors juste pour préciser, effectivement, il y a peut-être des gens qui ont déjà vu une présentation d'Oclock qui a été faite par mon collègue Dario, le président de la société. Moi, je suis la directrice pédagogique de l'école. Et du coup, peut-être que mon point de vue sera un petit peu différent. En tout cas, je l'expliquerai peut-être un petit peu différemment. Oui, bien sûr, alors, tu disais la mission d'Oclock. Oui. O'Clock, c'est une école qui forme au métier de développeur web, full stack. Vu qu'on est à l'OpenGen, je vais pas expliquer forcément dans le détail tout de suite, en tout cas ce qui est un développeur web full stack, mais n'hésitez pas à poser des questions. Oui. Et donc on forme au développement web full stack entièrement en téléprésentiel. Okay. C'est ça la spécificité de l'école. Et donc la raison d'être de cette école, c'est bien sûr la mise en œuvre de la formation à distance et totalement en direct. Je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire le téléprésentiel. Mais c'était ça la raison de la création de cette école, c'est un peu notre spécificité. Et il y a aussi une certaine approche de la pédagogie, de l'accompagnement pédagogique. Et ça, c'est l'autre raison d'être d'Oclock. Et notre engagement aujourd'hui, notamment par rapport à l'accessibilité. J'en dirai peut-être un petit peu plus ensuite. Ouais, tu peux tout à fait en parler si tu as envie. Sincèrement, n'hésite pas à développer les points. En tout cas, on prendra le temps nécessaire pour que tout le monde soit bien au courant de ce que vous réalisez. Ouais, alors je vais le faire, mais je pense que ce serait intéressant que j'explique ou que je réexplique, en tout cas un petit peu ce que c'est que le format téléprésentiel et ce qu'il apporte, ce qui change pour la formation. Parce que du coup, ça permettra de mieux comprendre, je pense. Le format téléprésentiel, donc je disais, c'est à distance, en temps réel et avec un formateur. Donc le formateur, il est présent exactement comme dans une salle de classe physique toute la journée. Les cours commencent à 9h. Et le déroulement du cours se fait de façon extrêmement interactive. D'accord. Peut-être même plus ou en tout cas différemment d'une classe physique, puisque le formateur, il parle, il présente il y a un écran, un rétroprojecteur presque comme dans la classe. Il montre son code et les apprenants codent en même temps et échangent aussi par écrit. Et du coup, tout simplement, ça permet aux échanges et aux questions de s'échanger beaucoup plus dynamiquement que dans une classe physique. Oui, je pense qu'il y a aussi cet investissement que vous avez à miser un peu sur la proactivité de l'élève. En fait, il ne peut pas être passif, même s'il est à distance. L'idée, c'est de faire vivre le cours aussi, même dans ces conditions-là, finalement. Oui, on pourrait se dire que le cours est plus calme, un peu comme dans un amphi, parce qu'on regarde une vidéo, mais en fait, c'est totalement interactif. Et il y a beaucoup de participation et beaucoup d'échanges aussi entre les apprenants pendant le cours dans la classe virtuelle. La classe virtuelle qu'on utilise, on l'a développée spécifiquement pour l'adapter à nos usages. Et donc, au-delà de reproduire tout ce qu'on pourrait trouver dans la classe physique, il y a aussi des fonctionnalités spécifiques qu'on a apportées qui permettent d'avoir justement cette interactivité et cette implication permanente des apprenants dans la classe. Je vais me faire revenir l'écran. En effet, c'est extrêmement... c'est quelque chose qui vous démarque finalement. En parlant de formation, du coup, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour des formations que vous proposez et qui sont labellisées Grande École du Numérique? Oui, bien sûr. On a 2 cursus principaux de formation qui durent tous les 2 6 mois et qui forment du coup au métier de développeur web full stack, PHP
dans le cas du premier, et le second cursus de formation mène au développeur web full stack JavaScript. Donc JavaScript en front-end, mais aussi en back-end. Pendant ces 2 cursus de formation, ils sont structurés de la même façon. Il y a 3 mois de socle de connaissances. On apprend vraiment les bases du développement web full stack, les langages purs. On apprend vraiment comment fonctionnent les briques de base. Et puis après ces 3 mois de socle de connaissances, les apprenants peuvent se spécialiser dans une techno parmi les technos les plus recherchés, bien sûr, sur le métier actuellement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la spécialisation. Et les apprenants ont le choix entre les technos React, Symfony, WordPress, et puis ce qu'on appelle data. Donc, tout ce qui est traitement de données, construction d'API, tout ça. Et donc ça, c'est le 4e mois de formation. Pardon. Non, vas-y, je pensais que tu avais fini. Bah non, il manque un mois. Le 5e mois de formation, lui, il est dédié pour les full stack PHP comme JavaScript au développement d'un projet en conditions réelles, c'est-à-dire en autonomie, en organisation donc par petits groupes. Ça dure 1 mois et c'est vraiment on l'appelle l'apothéose parce que c'est vraiment le moment qui fait la différence sur l'information. Le fait d'avoir 1 mois complet pour développer du coup un projet, se frotter aux méthodes de travail du monde réel, fonctionner en mode agile par exemple, voir ce que ça fait, ce qui est difficile, ce qui est intéressant. Ça, c'est le dernier mois de formation à temps plein. Et puis, on dit que la formation dure 6 mois parce qu'en fait, on accompagne les étudiants pendant toute leur formation. Il y a un gros dispositif de suivi que je peux vous expliquer peut-être un petit peu après, mais on accompagne aussi ceux qui viennent suivre notre formation depuis avant la formation, c'est-à-dire dans la recherche de financement, notamment, ce qui est quand même un enjeu majeur. Et puis après la formation, il y a des personnes dans l'école qui spécifiquement accompagnent nos jeunes développeurs web juniors sortants du coup, pour préparer leur certification. Et le plus important pour la plupart d'entre eux, pour chercher un emploi. Donc en tout, ça fait 6 mois. J'ai pas précisé que dans les 2 cursus les 2 cursus de formation en question, ils mènent tous les 2 à des certifications. La première et la principale, c'est le titre professionnel développeur web et web mobile, qui est un titre pro, donc un diplôme de la formation professionnelle, qui est un équivalent Bac+2 en termes de niveau. Et puis l'autre certification qui est passée par nos apprenants, c'est la certification qualité et accessibilité Opquest, qui est, je pense, assez un peu reconnue maintenant dans le métier. Lucie, qu'est-ce que ça fait un directeur pédagogique? Alors, pas mal de... C'est une bonne question, je m'attendais pas à celle-là. Mais merci. En fait, j'ai participé à la fondation de l'école, donc j'ai un petit peu tout fait dans l'école depuis qu'elle est née. Donc développer la classe virtuelle, donner cours, participer au suivi des étudiants un peu dans tous les aspects. Moi, je suis pas la plus calée sur la recherche de financement. Mes collègues font ça très 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 bien. Par contre, sur l'accompagnement pédagogique et après la formation. Donc, j'ai fait un petit peu de tout ça. Et maintenant, et puis, bien sûr, participer au développement des programmes, des méthodes de suivi, tout ce qui constitue finalement le travail de fond dans l'équipe Oclock. Donc, directrice pédagogique, c'est encadrer la grande équipe d'accompagnement. Je pourrais dire de formation, mais il y a pas du tout que des formateurs dans l'équipe. Il y a une grosse moitié de l'équipe qui est constituée de formateurs, de devs, que j'adore. Et il y a toute une autre partie de l'équipe qu'on appelle l'équipe suivi, qui est en fait qui rassemble toutes les personnes qui vont accompagner les étudiants pendant leur formation du début jusqu'à après. Et donc il y a notamment beaucoup dans l'équipe de helpers, ce qu'on appelle les formateurs helpers, qui s'occupent spécifiquement du suivi individuel des participants à la formation depuis la pré-rentrée, donc leur arrivée sur la plateforme de discussion de l'école jusqu'à la fin. Qui les connaît par cœur, c'est un peu les
papas et les mamans poules de l'école, et qui s'investissent beaucoup dans la classe virtuelle, mais aussi dans les coulisses pour les accompagner. On a aussi des personnes qui sont les assistants du parcours étudiant, donc qui accompagnent aussi les étudiants sur toutes les circonstances personnelles, leur méthodologie de travail, tout ce qui peut se passer dans leur vie qui peut influencer le déroulement de leur formation. Il y a aussi une personne qui s'occupe de l'accompagnement aux certifications spécifiquement, et 3 personnes qui accompagnent les apprenants sur leur recherche d'emploi. Donc, directrice pédagogique, c'est essayer d'aider toute cette équipe pédagogique à accompagner les étudiants. Ça peut impliquer un certain nombre de choses. Je vais pas te faire le détail, mais ça va des conversations au planning, à tout ce que tu veux. Et j'essaye de développer aussi avec l'équipe du coup les projets d'innovation pédagogique et de nouveaux contenus pour l'école. Et tu as fait quoi avant? Comment on devient directeur pédagogique de O'Clock? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'ai fait une formation initiale et longue, donc pas du tout la même situation que les apprenants qui viennent dans l'école. Mais bon, j'étais pas une vraie geek, donc peut-être qu'en ça, je ressemble à certaines des personnes. Il y avait d'autres choses qui m'intéressaient dans la vie que l'informatique. Bon, j'ai été formée en tout cas en base de données et en conception de systèmes d'information. Puis j'ai bossé pendant une courte période dans une grosse entreprise en tant qu'ingénieur. Voilà, système d'information. Et puis en fait, j'ai pas accroché donc à l'aspect grosse structure, et j'ai voulu être indépendante. Donc c'est comme ça que je me suis mise au développement web. Puis j'ai fait ça pendant des années. J'ai eu envie d'autre chose encore que du technique, même si c'était très très chouette comme période de ma vie. Et j'ai trouvé mon premier job de formatrice en développement web. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dario, d'ailleurs, qui a eu l'idée de l'école O'Clock et qui est maintenant le président de l'école. Je suis devenue formatrice, j'ai trouvé ça fantastique. J'ai passé 2-3 ans dans les salles de cours sur de la formation plutôt professionnelle avec des débutants, aussi sur de la formation plus avancée. Ouais. Et en fait, Dario du coup a recontacté plusieurs personnes avec qui il avait collaboré pour leur parler de cette idée un peu folle d'école en téléprésentiel. Et puis on a commencé à développer ce projet ensemble. L'école est née, la première rentrée est arrivée, la classe virtuelle a été développée. Voilà, les étudiants sont venus, c'était génial. Et on est presque 4 ans plus tard. Ok, on va reprendre le temps d'échange avec tout le monde pour reprendre les questions. Dans le chat, il y a déjà beaucoup de questions. Est-ce que tu as une dernière question, Marcy, pendant que je fais remonter les gens? Faites-moi des pouces, ceux qui ne sont pas sur la scène. Je crois que Guillaume est prêt. Ouais, Valérie, elle est prête aussi. Elle retire son masque. Stéphanie, c'est bon. Du coup, vous avez une actu? C'est bon, on peut passer directement aux questions du chat. Je pense que ça va apporter. Alors, du coup, il y a une question de Jessica sur les tendances réelles du marché de l'emploi. Est-ce que vous pensez que React ou Symfony sont plus attractifs, ou est-ce que c'est plus facile de trouver du travail après une formation ou l'autre? Ouais, c'est une bonne question. C'est la question que se posent beaucoup nos apprenants. Il n'y a pas de réponse unique. Il y a déjà une question de marché de l'emploi local, selon là où tu résides, selon là où tu as envie d'aller travailler, le type d'entreprise qui est implantée, le type de techno qui est utilisé. Ça peut être plus ou moins intéressant à court terme de te diriger vers React ou vers Symfony. Mais en fait, finalement, c'est peut-être pas le critère le plus important. React, c'est une techno front-end. Symfony, c'est une techno back-end. Ouais. Et une fois que tu auras appris soit React, soit Symfony, tu auras de toute façon appris les structures et le fonctionnement d'un framework, plutôt front-end ou plutôt back-end. Donc déjà, tu seras capable d'apprendre d'autres
techno qui reposent sur les mêmes concepts de base. Donc, tu n'es pas du tout limité par ce que tu auras appris en premier. C'est une première marche vers d'autres concepts plus complexes. Et par contre, tu te seras plus ou moins familiarisé avec un des aspects du métier, en sachant que quand on fait du back, on ne peut pas ignorer le front. Quand on fait du front, on ne peut pas ignorer le back. Donc, à court terme, il faut regarder le marché de l'emploi local. Et à plus long terme, il faut aussi se demander ce qui toi t'attire et attise ta curiosité, parce que c'est ça qui fait que ça va marcher, ça va être chouette. Alors, il y a pas mal de commentaires qui remontent. C'est aussi une question d'affinité avec les langages. Je pense que Xavier a raison, c'est-à-dire que en fait, au final, tu vas en manger tous les jours du code du langage que tu apprends 8 heures par jour pendant 5 jours par semaine. Alors, autant être prêt. Je mets sur la scène Emmanuel qui va intervenir plus tard. La prochaine intervention dans notre planning, c'est Guillaume qui aura son temps de questions et d'échanges sur l'interview. On nous demande, est-ce que tu sais quels sont les taux de retour à l'emploi après O'Clock? Combien de personnes trouvent du travail, vu que tu parlais du 6e mois? Oui, alors là, on a un taux de sortie positive, à ma connaissance, qui est supérieur à 72%. La dernière fois que j'ai vérifié, il était là. Et donc, les sorties positives, je pense que c'est Pop School c'est toi qui en parlais juste avant, mais c'est les personnes qui, à la sortie de notre formation, ont trouvé un emploi dans la branche du métier. Bien sûr, on compte pas ceux qui sont allés faire boulanger, même s'ils sont rares, et ou une poursuite de formation dans le même secteur. Valérie est d'accord? Oui, absolument. Emmanuel, est-ce que tu veux dire bonjour? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, tu as le Ratec en plus aujourd'hui du coup. Ouais, je suis venu exceptionnellement dans les bureaux. En fait, on est un peu plus en télétravail en ce moment, mais je trouvais que c'était plus adapté que dans mon salon en fait aujourd'hui. C'est ça, on reconnaît la brique du Nord, nous dit Clément dans le chat. Il y a une question sur ce que c'est une sortie positive. Moi, je pensais qu'une sortie positive, ça pouvait être une poursuite d'études aussi. Il y en a aussi, ouais. Exactement. Ouais. En fait, ça peut être accès à l'emploi, poursuite d'études, création d'entreprise. Voilà. Le tout a priori, dans le secteur de métier où mène la formation. Ok. Commencer en sortie de bootcamp par une ESN, solution de facilité mauvaise à moyen ou long terme, ou pied à l'étrier idéal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants qui prennent un premier travail dans une ESN suite à la formation? Je pense pas que ce soit la majorité. Je pense que ça dépend vraiment du profil de la personne qui va rejoindre l'ESN. Et ça dépend aussi beaucoup de l'ESN. Il y a on parle d'un certain type de profil ou d'ambiance de travail, mais ça va dépendre de la taille de l'équipe, de son accompagnement des juniors. Oui. Ouais, non, j'allais dire la même chose. Nous, on a pas mal d'apprenants qui vont en ESN, notamment nos développeurs web. Après, la formation, justement, et je pense que toutes les formations ici présentes, elles permettent durant la formation de découvrir des métiers, d'échanger avec des professionnels. Et en fait, durant la formation, même durant le stage, on se rend compte, est-ce que le SN c'est fait pour moi ou pas? Ou est-ce que je veux travailler dans un autre environnement? Un peu comme tout parcours pro où on découvre, on teste et on se fait une idée au fil de l'eau. Nous, avec les ESN… Ok, on va passer à l'ensemble de… C'est Valérie, on t'entend, vas-y, dis-nous tout. Ouais, on fait surtout des pré-embauches. C'est-à-dire qu'on a des ESN qui viennent nous voir et qui nous disent l'intérêt de vos apprenants, comme des autres bootcamps grande école du numérique, c'est qu'ils apprennent très vite des nouveaux langages, etc. Donc, on veut que vous leur rajoutiez 3 mois de formation sur telle techno et on les pré-embauche.